太一は忘れたのか。デジタルワールドでのことや、ガブモンたちと世界を救うために戦ったこと。忘れるわけないだろう。っていうか太一早く言ってよ。タケルくんモテるんだ。そんなんじゃないよ、ただの友達。いや、いいんだ。僕も話がしたかったから。さては私が可愛くなっててドキドキしちゃった。そんなんじゃないです。未だ情報は不十分です。次に強力な感染デジモンが出た場合、再び君たちに協力を要請するかもしれない。アグモン、あいつの暴走を止めるぞ。分かった。頼んだぞ、選ばれし子供たち。Pour fêter le 15e anniversaire de Digimon, une nouvelle série va voir le jour, Digimon Adventure 3. Quand on nous a annoncé, quand on a su qu'il allait y avoir Digimon Adventure 3, je me souviens très bien, il y avait ce site internet créé avec un Digitama. Il y avait eu un site avec un compte à rebours, je me souviens, et au nombre de clics, enfin on devait cliquer sur un Digi-œuf et au fur et à mesure la coquille elle se cassait. Une fois que le compte à rebours est fini, et c'est là où on a commencé à avoir des infos, notamment sur la nouveauté la création d'une nouvelle série. Un Big Bang dans l'univers Digimon. Et moi j'étais vraiment excité par ça parce que c'était une série basée sur Adventure. J'étais très hypée au début, et toute la communauté aussi a recommencé un peu à être en effervescence à travers le monde. Oh, vraiment ça y est, on a une espèce de suite, mais j'étais archi contente. Mais nos personnages préférés vont vraiment revenir dans une nouvelle série. J'y croyais pas. Au début, j'ai cru que c'était une blague. J'ai littéralement foncé sur Messenger. J'ai envoyé un message à mon frère en disant « Mon Dieu, ils sortent du Digimon, je suis trop contente !» Alors j'étais une hystérique, voilà. Je me rappelle que je l'ai même envoyé à ma petite sœur, qui elle a un peu décroché depuis l'enfance, mais qui est super nostalgique aussi, et je lui ai envoyé des images des personnages, des dessins, en lui disant « Regarde, Taichi, Yamato, tous ces personnages, Sora... Qui sont de retour en fait. » Presque tous les jours, j'allais regarder sur Google Actualité Digimon Adventure 3 pour voir s'il y avait des nouvelles images qui sortaient. Et j'étais juste impatient. J'étais super hypé par ce projet-là parce que ouais, vraiment ça me remettait dans le bain nouveau de l'enfance, de la nostalgie, et de me dire waouh, ils ont ressorti tous les personnages et on va les revoir. Et ils auront grandi, donc il y avait vraiment la série suivait un petit peu aussi le public de base quelque part, parce que il y avait, je pense, une volonté de récupérer les anciens fans. Quand je regardais les dessins, je me suis dit oh, c'est le style Ghibli, et je me disais oh, j'adore le style Ghibli. Alors déjà les Ghibli c'est mature, donc je me dis si les dessins sont matures, si les personnages sont plus âgés, si tout ça, donc l'histoire elle va être beaucoup plus mature, beaucoup plus prenante, avec beaucoup plus sombre et beaucoup plus intéressante aussi. Ce sera pas quelque chose de gamin. Il faut se dire que quand Tri a été annoncé, on sortait de la saison 2 de Cross Wars qui n'a pas été un très gros succès. Les producteurs ont souhaité créer un animé plaisant avant tout à la première génération de fans, ceux qui ont connu Digimon Adventure à l'époque à la télévision. On savait que c'était une série de 6 films, donc on savait que la façon de raconter l'histoire ne serait pas la même qu'une vraie saison de 45 ou 50 épisodes. 6 films qui ont été découpés en épisodes pour la diffusion en streaming mondial. Il y avait vraiment des longues attentes entre chaque film, au moins ça gardait la hype, c'est clair, mais c'était chiant d'attendre constamment tout ça après ces films. Avec mes yeux d'enfant, j'aurais dit « Ah, c'est cool, ils nous laissent un petit peu de temps de revoir les séries, de revoir les épisodes entre chaque film, donc c'est bien, ça va bien faire monter la hype. » Et après, avec mes yeux d'adulte, c'est purement marketing, et on le sait très bien, c'était pour faire durer dans le temps, c'était pour hyper les gens, pour pouvoir sortir les produits dérivés, donc c'était totalement de la com, et bien joué à eux, ils ont réussi, hein. La preuve c'est que maintenant Digimon c'est reparti. Donc, J'attendais vraiment de voir où on était adolescents, tous ces personnages, d'avoir des petites réponses sur les vies amoureuses des uns des autres. Bien entendu, je voulais revoir nos héros de la saison 1, qu'on connaît tous, mais aussi les héros de la saison 2, que j'aimais beaucoup. Et c'était une attente forte que j'avais. Et malheureusement, je fus déçu puisqu'ils n'apparaissent pas vraiment. Je pense que l'attente valait le coup. Je me souviens du coup de la sortie du premier film qui s'appelle Réunion. C'était juste magique. Le premier m'a beaucoup plu sur Taichi et Yamato. Donc là, c'était évident que ça allait être sur eux. Je me souviens la première fois que je l'ai vu, c'était
frisson sur frisson sur frisson sur frisson. Je suis content parce que Mimi revient vivre au Japon définitivement, elle a enfin quitté New York. On expose un peu les personnages avec leur nouvelle personnalité des combats, et surtout on nous montre aussi que ça y est, ils ont conscience à leurs âges maintenant que ça peut être dangereux les Digimon dans le vrai monde, qu'il y a des dégâts, que les combats créent des dégâts et des morts, et que c'est dangereux. On peut parler du chara-design que je trouve absolument immonde ou... Tout ce qui est graphique, je suis un peu partagée. Le design n'était plus le même. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus dérangée, parce que tu reconnais les personnages, mais il y a des choses qui font qu'ils changent, tu vois. Je trouve que les expressions du visage sont assez proches, enfin elles se ressemblent toutes un peu. Je suis pas fan du chara-design. J'ai vraiment détesté le chara-design. Sauf pour les Digimon, où j'ai trouvé ça assez sympa, mais bon. Gomamon par exemple, il est juste magnifique. Je suis tombée personnellement amoureuse de Gomamon dans Digimon Adventure 3. L'animation et tout ça, c'était quand même assez dingue. Le graphisme était tellement différent, le ton, l'ambiance, tout me semblait très différent de la première saison, ce qui est normal parce que ça a tellement évolué entre temps. Alors l'histoire, je la trouve assez compliquée à comprendre. Après, je pense pas que je suis la seule. Malheureusement, je n'apprécie pas vraiment cette série de films, puisque je trouve qu'ils n'ont pas pris suffisamment de risques, ou alors qu'ils ne les ont pas totalement assumés, pour faire de cette série une histoire vraiment passionnante et sincère. C'est beaucoup d'occasions manquées. Clairement, il y a des incohérences, je pense qu'on n'a pas tous tout compris. Pourquoi vous faites ça? C'est Digimon, à la base c'est simple, et on va dans un monde, on découvre, c'est sympa. D'un point de vue scénaristique, c'est pas fou, on va pas se le cacher. Là, c'est des notions qu'on connaît pas forcément si on n'a pas fait philo, donc c'est très compliqué. Et en fait, à force de regarder Digimon Adventure 3, je crois que j'ai un tout petit peu plus de mal maintenant à la regarder, parce que je trouve qu'il y a quand même quelques incohérences au niveau du scénario. Le scénario de Digimon 3 partait plutôt bien. Les premières scènes du film montraient Daisuke et tous les héros de la saison 2 tomber dans une sorte de léthargie, avec une espèce de théorie de démiurge, et du coup on sentait qu'il y avait une espèce de choses qui se sentaient, qui s'expliquaient, etc. Malheureusement, pour une raison, enfin c'est assez compliqué, on avait l'impression que chaque film était fait indépendamment, comme si, quand ils ont créé le premier film, ils n'avaient pas idée de ce qu'ils allaient faire dans les derniers. Ce qui fait que chaque film ne répond pas forcément aux questions qu'on avait, mais en crée des nouvelles, pour au final avoir des films qui ne répondent à rien. On nous aborde des Digimon, on nous balance des noms, et puis on voit pas le reste. Tu t'es dit, mais et lui, on n'en parle plus, bon... Déjà, le Genai maléfique, on sait pas d'où il sort. De ce que j'ai compris, le vrai Genai était avec les enfants de Zero Two, donc mis de côté dans les cubes, et donc là c'était Yggdrasil qui prenait l'apparence de Dark Genai. Homéostatis, tout ça là, du grand méchant... Personne ne comprenait rien à l'histoire avec Yggdrasil, qui était quoi, parce que c'était pas expliqué, parce que... alors il y a des gens qui commençaient à expliquer d'où venait l'histoire, mais ils avaient vu les films plein de fois, et ils faisaient des notes, ils revoyaient, etc. Mais quand on est un visionnaire normal, qu'on regarde les films à chaque sortie, on ne comprenait strictement rien. Peut-être dans quelques années, on en saura un peu plus avec du recul. Je serais très curieux de voir comment la production a été gérée. Est-ce qu'ils avaient vraiment tout depuis le départ, ou est-ce que les films ont été vraiment créés au fur et à mesure? Est-ce qu'ils avaient juste un élément une intrigue un peu de base? Ah, cette scène est magnifique, franchement j'ai adoré. La musique, parfaite. L'ambiance sépia, noir et blanc, un vieux film. J'ai trouvé que c'était super bien fait. Avoir cette réponse sur enfin qui sont les premiers Digisauveurs, j'ai trouvé ça super intéressant.
Et on sait que les premiers Digimon, finalement, des premiers enfants aux élus, sont transformés en dieux. Et aussi les musiques, ils ont été remaniées. J'ai trouvé ça trop bien. Ils ont mis l'accent principalement sur Taichi et Yamato parce que c'est les plus populaires, parce que c'est ceux qui font vendre le plus, ceux que tout le monde aime. Mais malgré tout, tous les personnages ont quand même ont gardé leur identité et ont gardé leur personnalité. Quand je voyais Digimon Tree, je voyais vraiment les mêmes personnages qu'étaient avant. Je sentais pas que c'était un monde parallèle ou autre. Non, pour moi c'était vraiment les mêmes personnages des anciennes saisons que l'on retrouvait. Tous les personnages, ils avaient leur moment à eux. Ils avaient leur intrigue. Ils avaient leur moment mis en valeur. Ce n'était pas que Taichi tout le temps. Ils leur ont donné un arc qui est tout à fait cohérent avec leur caractère. Dans le premier film, Mimi, Joe rejoint les autres, parce que du coup, les 7 se sont retrouvés, mais Joe non. Joe les rejoint sous le pont, et t'as Mimi qui lui saute dessus, qui lui fait un énorme câlin, genre elle est trop contente de le revoir. Et bon, après Joe nous annonce qu'il a une copine qu'on n'a jamais vue, hein, mais bon, bref. Le deuxième film, alors clairement ça a été mon préféré, Joe et Mimi. J'ai kiffé de ouf. Enfin, on débloque les niveaux ultimes et méga des autres personnages. Donc là, on commence par Joe et Mimi avec Rosamund et Vikemon. Et c'est vachement cool. Et toute la thématique de ce film, moi, du numéro 2, m'a parlé. En fait, c'était vraiment pour moi. Il y a vraiment tous ces passages où Mimi se sent un peu exclue parce que elle a passé 3-4 ans aux États-Unis, donc elle a une approche différente des japonaises maintenant. Elle se sent un peu exclue parce qu'on la traite, on l'insulte injustement parce qu'elle prend les choses en main et qu'elle est Mimi, quoi. Il y a Joe qui est complètement dépassé parce que où est-ce qu'il en est, son intrigue sur ses études, sur le fait qu'il assume plus vraiment d'être un élu, il voudrait pouvoir laisser ça de côté. Mais il y a Gomamon, Gomamon trop mignon qui revient. Pour moi, c'est le moment un peu climax de Digimon Adventure 3. C'était au niveau du 3e épisode, avec le reboot. Alors ça, j'avais vraiment... j'ai surkiffé ce moment, et je pense que c'était un peu le moment que beaucoup de fans ont adoré. Les Digimon, ils ont oublié leur partenaire. Surtout comment Piyomon était avec Sora. Je trouvais ça tellement triste. En réalité, je comprends pas pourquoi. Désolé, Piyomon était une connasse. Pourquoi elle était comme ça avec Sora? Quand Patamon justement se fait infecter par le virus, je crois que c'est un virus si je me rappelle bien, de la façon qu'il est, quand Patamon il le mord et tout, qu'il veut vraiment pas le perdre, franchement j'ai vraiment été touché. Ikari à un moment elle avait dit qu'elle était contente par rapport à Tailmon, parce que les reboots n'avaient pas fait que du mal, que Tailmon était devenue plus sereine, comme elle a oublié ce qu'elle a vécu avec Myotismon, etc. Donc elle était plus apaisée. Donc déjà... je sais pas. Le reboot, c'était vraiment un moment très important pour moi dans Digimon Tree. Les problèmes qui ont été donnés à chaque personnage sont assez convaincants. Des scènes très très touchantes, on voit bien leur évolution, la prise de maturité, ou des fois pas du tout. Meiko, ah non, mauvais personnage. Très bon Digimon, très mignon, développement dans l'histoire très intéressant, mais Meiko, elle a aucune personnalité. Le personnage de Meiko qui a été introduit est une véritable erreur. Mauvais, archi mauvais. Ah, la poubelle. Ah non. On n'avait pas besoin d'une Hinata du pauvre dans Digimon. Voilà mon avis. Elle sert à rien, parce que à part pleurnicher et vouloir retrouver son Digimon, elle a servi pas vraiment à grand chose, parce que son Digimon il se shinka tout seul. J'ai trouvé son traitement de personnage très mal fait. À part pleurnicher, elle n'a pas servi à grand chose. Donc inutile, voilà.
Alors, c'est un personnage féminin faible, une princesse à sauver qui n'arrive jamais à agir de elle-même. Et puis elle pleure, elle s'en veut. Bah oui, mais si tu ne fais pas confiance et que tu mords la main qu'on te tend, c'est compliqué d'avoir un résultat positif quand même. Il n'y a rien à dire sur elle, tout le monde la déteste. Et en plus, la série voulait en faire un crush avec Taichi. Et ça n'a aucun sens. Je suis dégoûté. Le pire couple de la série. Meko, pour moi, représente ce qu'est Tri. C'est-à-dire que ça aurait pu être extraordinaire. Et c'est un peu une occasion ratée. Il y a le triangle amoureux. Alors, j'ai jamais compris. Sora, Yamato et Taichi. Pourquoi? Enfin, c'était réglé. Yamato était avec Sora. Et là, on a l'impression que Sora est tergiverse. Elle sait pas trop. C'est avec ce film où je me suis rendu compte. Mais qu'est-ce que vous faites à Sora? Vous en voulez à Sora? J'ai vraiment quand même trouvé ça agréable au final. Le tout, pour moi, se tenait. J'ai trouvé Tri assez sombre, donc du coup, grosse prise de maturité, ils ont bien su s'adapter au public grandissant, donc j'ai trouvé ça bien. La scène finale, le dénouement, la façon dont l'histoire se termine, elle était assez culottée, je trouvais. Et elle est un peu amère, mais en fait, du coup, c'est ce qui fait qu'on retient aussi un petit peu cette série-là, et qui fait que ils n'ont pas forcément cédé à des facilités scénaristiques, dans le sens où ça aurait pu être une fin bienveillante et positive, et tout rentre dans l'ordre. Déjà, voir Omegamon avec la fusion de tous les symboles, ça j'ai vraiment aimé le voir en Merciful Mode. Même si en soi, je trouve qu'elle sert pas vraiment à grand chose parce qu'on la reverra plus jamais. Donc je pense que c'était vraiment un Shinka qui était pour Tri. Et après, la fin en soi, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Donc, Tri est une belle œuvre dans son ensemble, même si tout n'est pas parfait. J'ai quand même énormément de tendresse pour Tri. Quand on voit qu'aux États-Unis ça a été vraiment un événement, ils ont doublé les 6 films avec le casting original, en gardant cette fois-ci les musiques, en gardant les dialogues, tout en mettant la bonne dose de fanservice qu'il fallait. Je sais qu'ils ont calé la phrase fétiche de Koshiro. Moi j'attendais avec, pareil, avec la même impatience l'arrivée en France. Je me disais comment ça va être traité en France? Est-ce qu'on va la voir? Est-ce que ça va sortir directement en sous-titré? Est-ce qu'on va avoir un doublage? Est-ce qu'il va y avoir un événement face à ça? Et c'est vrai que quand j'ai vu à quel point Digimon était abandonné en France, j'ai trouvé ça un peu triste. Digimon Adventure 3 ne sera cependant pas doublé en français, et il faudra attendre 2020 pour que la série soit licenciée en version originale sous-titrée et apparaisse dans le catalogue d'ADN. Cette plateforme en profite également pour proposer les 3 premières saisons dans leur version française, souvent décriée. J'ai été très étonné et très content de voir que ADN, en tout cas, a pu acquérir les droits de Digimon, parce que pendant des années, on se demandait si c'était pas la Toei qui bloquait tous les droits, parce que c'était impossible d'avoir des droits Digimon en France. Ça vient en fait de Toei Animation, Toei Europe, qui souhaite réellement relancer Digimon en Europe. Et ça grâce à Digimon Adventure, la nouvelle série de 2020. Alors le plan, c'est pas uniquement diffuser Digimon Adventure sur ADN et Crunchyroll et que ça soit terminé. En fait, le plan est plus vaste. Et ils ont commencé par reprendre les anciennes saisons, les remettre, redonner les droits à ADN pour qu'ils puissent les diffuser, pour qu'il y ait un public nostalgique qui soit derrière et créer le buzz. J'ai sauté de joie, j'étais archi contente, j'avais l'impression qu'on m'avait fait un petit cadeau de Noël à l'avance, tu sais. Oh mais moi c'est ce que j'ai fait. En plus je crois que c'était pendant le confinement que c'est arrivé, donc pendant le confinement j'ai regardé Digimon parce que je me suis dit bah voilà, t'auras les épisodes gratuitement, tu pourras regarder quelque chose qui te faisait vibrer dans ton enfance et en plus tu pourras le regarder avec ta moitié qui ne connaît pas. J'étais vraiment impatient, j'attendais avec un espoir démesuré qu'on allait peut-être enfin avoir accès à Digimon dans sa version originale, pour la première fois une version originale sous-titrée officielle de la série. Je suis quand même assez déçu de la chose, parce que quand même ADN est un site qui est bien et qui diffuse tout en streaming, en VOSTFR, ce qui permet vraiment de découvrir tous les animés de version originale. Ils ont plein de bons catalogues, et pourtant Digimon est en VF. Et ADN le sait très bien, comme la Toei, comme tout le monde, que la VF n'a rien à voir avec la VO, qu'il y a vraiment eu
un changement et que c'est pas du tout les mêmes versions, les mêmes dialogues. Je me suis dit que peut-être qu'ADN avait fait l'acquisition de ces masters Blu-ray et allait justement proposer une version inédite. Mais non, on se retrouve avec cette vieille version française de mauvaise qualité encore. Alors malheureusement, je suis convaincu qu'on n'aura jamais la VO, puisque diffuser la VO signifie évidemment avoir des droits. C'est une question de droit, c'est aussi une question de sous-titrage, puisqu'il faut ressous-titrer 50 épisodes de la saison 1, 50 épisodes de la saison 2, 50 épisodes de la saison 3, pareil la saison 4 qui n'est jamais sortie, Digimon Frontier, il y a encore 50 épisodes, et tout ça c'est un coût, et c'est un coût qui pour moi n'a aucun intérêt aux yeux de ADN ou de Toei. Et je pense que la communauté, dont moi, on est quand même très déçus de leur part, parce que on n'a pas l'impression qu'ils font plaisir à la fois aux fans mais aussi aux néophytes qui vont découvrir la série, mais plutôt qu'ils balancent la licence pour avoir la licence sans chercher à avoir de la qualité dans leur portefeuille, dans leur liste d'animés. Et c'est d'ailleurs cette frustration, ce dernier coup de couteau dans le dos qui m'a donné envie de lancer le fandub. Ce manque de version originale sous-titrée pour cette série va pousser un jeune lyonnais à préparer un projet un peu fou, le Digimon Adventure Fandub Project. Pour qu'un souhait se réalise, je l'envoie vers les étoiles guidées par le vent. Les malheurs d'aujourd'hui ne pourront éclipser la joie qui nous attend. Alors là, c'est le projet que je n'attendais pas, que jamais de ma vie je me serais dit allez, je vais me retrouver embarqué dans un type de projet. Je me suis dit mais mère il est fou, mère ils sont complètement fous ces gens. 50 épisodes, un fandub, trouver énormément de comédiens, retravailler la VO, faire une adaptation totale, faire les synchros, les bandes synchros, c'est un travail de titan. Mais qui est assez fou pour faire un tel travail? Eh ben, des fans, tout simplement. Qui d'autre? On va dire le nœud de la guerre, c'était qu'il fallait avoir 14 voix différentes pour les personnages principaux. Donc c'est-à-dire sans compter les personnages secondaires. C'est-à-dire là, je parle vraiment du noyau, juste les enfants élus et leurs Digimon. C'est déjà 14 personnes qui donnent de leur temps et de leur voix. Donc je pensais que ça allait être quelque chose d'impossible. J'en ai parlé à Ware de la Digital Mania, en lui demandant justement ah tiens, j'ai cette idée complètement folle, est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser des gens? Et il m'a redirigé vers Aldric de Gay & Geek. Donc vient François qui vient de me demander un peu d'aide. Je lui ai envoyé un message un vendredi, le lundi ça y est, le projet était déjà en cours. Ni une ni deux, j'envoie un message à mon pote Momo, qui est fan de Digimon et qui est un artiste avec lequel j'ai déjà travaillé. Momo, est-ce que tu veux faire partie du doublage pour Digimon? Je connais quelqu'un qui veut lancer ce projet et tout. Du coup, moi j'étais chaud. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, trop bien. On en parle aussi à Shannon, donc Shannon qui est comédienne, danseuse, chanteuse. Il m'a proposé de faire des castings, des machins et tout ça, enfin... extraordinaire, sans lui le projet aurait pas vu le jour je pense, parce que je suis pas quelqu'un d'assez organisé. Assez vite je me suis retrouvé à co-diriger avec lui. Ce fandub il a deux têtes, moi je m'occupe de tout ce qui est la partie artistique, mixage, retouche des images et tout ça, et Adri qui s'occupe de toute la partie organisation. Que ce soit sur les plannings à respecter, gérer les doubleurs, tout ça, c'est tout lui. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était des personnes qui sont très motivées, et vraiment qui sont surtout très capables de faire de la qualité. L'idée de reprendre le plus fidèlement possible l'animé, c'est une merveille comme idée. On attendait ça depuis tellement longtemps entre fans qu'il fallait saisir l'occasion. Alors on voulait participer parce qu'on est des acteurs de la communauté Digimon et du coup on avait envie quand même aussi de s'investir dedans, mais aussi parce que le fandub, c'est quelque chose que l'on aime. Je pense que tout le monde aime le fandub et c'est quelque chose qui est peut-être plus facile d'accès quand on est amateur. Du coup, on a commencé par créer une page sur Facebook pour justement lancer ces castings.
Alors, chose assez drôle, ce qui est pas bien à dire, c'est que y a certaines personnes, des amis à moi, que je n'ai fait en sorte de ne pas leur en parler parce que je voulais être sûr d'avoir un rôle. Je voulais être sûr que moi ou d'autres fans on ait un rôle, et c'est une fois qu'on va dire que j'ai pu avoir mon rôle de Gomamon que j'ai pu parler à d'autres personnes en leur disant fais le casting, fais le casting. Certains personnages sont arrivés très vite. La première à avoir été castée, c'était Shannon. Donc Aldrich l'avait amenée sur le projet en me disant « Tu verras, elle est extraordinaire, elle sait chanter, donc c'est parfait pour Mimi. » Et du coup, la première scène que j'ai demandé à Shannon de faire, c'est la scène contre Monzaemon. J'ai entendu une phrase. Je me suis dit, ok, c'est bon. On a trouvé notre Mimi, c'est même pas la peine. C'était juste une évidence. Alors Mimi, c'est un personnage très expressif que j'adore interpréter parce qu'elle est hyper vive dans ses émotions. Elle est un peu chiante parce qu'elle se plaint, elle crie, elle pleure, mais justement c'est ça qui est vraiment cool à doubler, c'est marrant. Ça suffit! Je ne sais pas ce que tu as bien pu leur faire, mais tu n'as pas le droit de voler les émotions de mes amis! Libère-les tout de suite! C'est pas vrai! Maintenant je me fais poursuivre par un océan! Pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Aucune idée! Et je voulais vraiment me donner à fond. C'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. Surtout que c'était aussi pour le faire avec des amis. Et j'avais déjà des amis qui étaient sûrs d'être pris. Du coup, ils me disaient, je veux le faire avec eux. Si je le fais pas, je boude toute l'année. J'ai remarqué que plus le casting avançait, moins de personnages étaient disponibles et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas Koshiro, hein. Il est tout seul, il a personne, donc allez, je tente. Et du coup, j'ai été retenue sur Koshiro. Koshiro, je n'avais pas encore vu autant de joie sur ton visage. Tu trouves? Oui, ça a l'air d'être passionné. Ces codes et ces symboles anciens, c'est exactement ce que j'aime déchiffrer. Et de base, Tantomon, c'était pas non plus un personnage que je l'aimais beaucoup parce qu'il me faisait rire, mais c'était pas forcément le personnage que j'appréciais le plus. Et c'est vraiment avec le fandom que maintenant je le découvre et je l'apprécie vraiment à tel point que c'est en train de devenir presque mon Digimon préféré. J'ai essayé Gabumon, et de base Gabumon je voulais pas le faire. Je sais plus pourquoi je voulais pas. Je sais plus pourquoi je voulais pas réellement le faire, mais je me suis dit, allez, tentons. De toute façon, qui t'entraîne à rien, si je suis pris pour Gabumon, de toute façon je serai quand même content. Alors, je l'ai fait vraiment très rapidement. Je me suis pas entraîné sur Gabumon de base. J'ai fait une prise, j'ai écouté et je me suis dit, oh ça va. Toi, tu ne veux pas que Takeru attrape froid. C'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux être timide? Alors, quand j'ai cherché à faire le casting, bien évidemment, j'ai cherché un personnage, non pas un personnage que j'aimais, mais plutôt un personnage où ma voix correspondait. Alors, je sais que j'ai une voix qui est plutôt aiguë et pas très grave, donc j'avais cherché au début à faire Joe, qui est un peu une voix de victime. Et j'avais passé d'abord un casting pour Joe. Je suis ultra heureux parce que je me retrouve aussi à donner de la voix. Et je double Joe, Joe qui est un personnage qui me ressemble énormément. Joe, c'est clairement l'enfant que j'étais à 12 ans quand, à son âge. On doit avoir fait la moitié. Tu te débrouilles bien. Toi aussi, Gomamon. Et au final, c'était ma prestation sur Gomamon qui leur a beaucoup plu, puisque en modulant ma voix en aiguë, j'arrive à avoir cet aspect mignon qui caractérise si bien Gomamon. Alors, j'ai la chance d'interpréter quelques personnages comme Meramon, comme le père de Taichi, comme Mojiamon et surtout Pico Devimon ou Demi-Devimon en VF, de Digimon qui sont tout aussi intéressants et qui vont être surtout très très drôles à interpréter. C'est un petit peu notre rêve de faire du doublage. À ce moment-là, ma relation avec Gomamon a un peu évolué. Jusqu'à présent, j'adorais Gomamon, c'était le Digimon pour moi le plus mignon de la bande. Et c'est un Digimon qui, au final, on le connaît pas très bien parce que je me rends compte maintenant que le double, c'est qu'en fait, par épisode, il parle très très peu. Là où certains Digimon vont parler, Agumon, ils vont faire pas mal de remarques, Gomamon, il reste dans son coin et il sort une ou deux répliques très intéressantes, très punchline.
dans son coin, mais rarement. Et c'est pour ça que Gomamon avait toujours ce côté un peu mystérieux, mignon, enfin on le connaît pas. Et je m'éclate, et c'est un vrai plaisir de jouer ces scènes. En plus je suis content parce que je donne la réplique à des gens qui dans la vraie vie sont mes amis. Donc Shannon joue Mimi, alors évidemment c'est une de mes meilleures potes et je suis Joe, donc Joe et Mimi je suis ultra content. Marion qui joue Sora, je suis ultra content quand on a des scènes ensemble. Et puis il y a Momo qui joue Gabumon, donc ça je suis content. Mimi, c'était ton tour de t'occuper des rations d'urgence et ce n'est pas une tâche à prendre à la légère, c'est important. Mais c'est beaucoup trop lourd pour moi. Ça, c'est la réponse d'une égoïste. C'est pas grave. Il y a eu certains personnages comme ça où ça a été assez rapide, où on était très d'accord, notamment avec Aldric, parce qu'effectivement c'était toujours des décisions qui étaient prises en commun. Et j'ai été retenu pour Agumon. Évolue. J'ai eu un peu de mal à trouver Takeru et Palmon, c'était les deux derniers personnages qui nous restaient. Ils ont beau être inutiles et lâches, ils essaient désespérément de protéger Mimi. C'est du coup une super opportunité pour offrir du coup au public français une adaptation qui vaut le coup, qui soit plus fidèle. J'ai vraiment été très surpris par deux choses. La principale, la première, c'est la qualité des intervenants. Alors forcément, il y a des comédiens professionnels vraiment très bons comme la voix de Mimi, qui nous éblouit à chaque fois qu'on l'entend, et on ne croirait vraiment pas que c'est un projet amateur derrière. Et de l'autre côté, il y a des comédiens qui sont totalement amateurs, pour le coup, c'est vraiment leur première expérience. Et en fait, au fur et à mesure, ils affinent leur voix, ils sont de plus en plus expérimentés, et la qualité devient vraiment meilleure, et ils s'approprient leur personnage. Une fois le travail de François et Aldric tout mis bout à bout, on s'aperçoit de ce que ça donne. Les premières fois, je regardais l'épisode avant pour vraiment m'imprégner quand il fallait vraiment que je m'habitue au personnage de Mimi. Mais là, je le fais même plus en fait. Je me mets directement dans l'épisode. Je découvre en fait au même moment que mon personnage. Comme ça, il y a vraiment l'effet surprise quand je l'interprète. Et en fait, alors c'est très simple. Je mets la bande rythmo sur mon logiciel. On a l'impression qu'elle est née pour ça. Sa voix est juste magnifique, elle colle parfaitement au personnage. Je laisse les voix japonaises parce que je peux m'imprégner plus avec vraiment le son, avec les bruitages de l'épisode, tout ça. Je le mute pas. Et comme ça, j'y vais directement. Et je suis vraiment fier de redonner à la série une nouvelle adaptation française extrêmement fidèle à la version japonaise, parce que François fait un travail d'adaptation formidable avec les vraies musiques, les vrais, enfin tout comme la série devrait être normalement. J'accepte de devenir votre chef. Je pense honnêtement qu'on n'aurait pas pu tomber sur un meilleur casting. Toutes les personnes qui participent à ce projet sont juste des perles. Tout d'un coup, on se retrouve dans un groupe avec à peu près une quinzaine de personnes principales, et sans doute d'autres qui vont faire un personnage secondaire qui vont arriver. Et on se connaît pas tous, certains se connaissent, d'autres non, on doit discuter, et puis on vient pas vraiment pour une passion commune, parce que certains sont fans de Digimon, d'autres non, mais pour un projet commun. Donc au début on savait pas trop, on apprenait un peu. Et puis avec le temps, grâce à Aldric et François qui ont toujours leur projet pour faire en sorte de rassembler notre groupe, le souder via des réunions Discord ou faire des canaux de discussion où on peut raconter n'importe quoi, petit à petit on se connaît, on cerne la personnalité de chacun, on rigole, on discute. Malheureusement, on n'a pas pu tous se voir à cause du Covid, et c'est très regrettable, mais j'espère que ce sera partie remise.
se comparer à Shannon, avoir les conseils de Marion, d'Aldric, même de Melissa et Noémie qui viennent chez moi enregistrer, je me dis ça m'a beaucoup aidé à progresser, à me donner encore plus à fond. Et c'est une des plus belles expériences créatives et artistiques auxquelles j'ai participé. Et j'en ai fait j'ai eu d'autres expériences extraordinaires avec mes spectacles. Mais là, ouais, c'est en tant que fan de Digimon, je pouvais pas rêver de quelque chose d'aussi bien, de mieux. Donc je suis aux anges et j'ai hâte que ça se poursuive. Je garde espoir que des gens vont venir se rajouter sur le projet, notamment pour la technique, parce que ces marques et ces bandes rythmo sur les épisodes sont des activités qui prennent un temps de fou. Et je me suis développé aussi une amitié avec François, parce qu'on se parle tous les jours, on travaille ensemble tous les jours, on est H24 ensemble à monter ce projet et c'est juste génial. Alors là on a déjà quasiment fini l'arc de Digimon et le premier film. J'avais cette ambition de me dire, je veux que les gens arrivent avec des a priori et repartent étonnés. Le fait que ça soit fait par des fans pour des fans me rassure sur l'intérêt et la qualité derrière ce projet, puisqu'on ne cherche pas du tout à faire un buzz ou vraiment avoir 1 milliard de gens qui regardent notre série, mais simplement s'éclater tous ensemble et produire de la qualité qu'on n'a jamais retrouvée réellement en version française. Et 2020 sera aussi l'année de Digimon à tout point de vue. En février, au Japon, sort un nouveau film, Digimon Adventure Last Evolution Tizuna. Malgré la crise des cinémas à cause de l'épidémie de coronavirus, le film arrive finalement à la surprise générale en France, lors d'une diffusion de quelques jours. Digimon Adventure Kizuna, en fait, est le film clôturant le canon de Digimon Adventure, et il était attendu au tournant puisqu'un épilogue existait déjà depuis très très longtemps sur le devenir des personnages. Eh ben, j'ai pas du tout été hypé. Parce qu'on sortait d'une période où on a été beaucoup déçus par Digimon Tree. Je me suis dit, chouette, on aura une conclusion à Tree. Parce que je trouvais que Tree était un peu inachevé. Et je pensais vraiment qu'on aurait une vraie conclusion à tout ça, sachant qu'on nous l'avait annoncé. Ce serait leur dernière aventure, ce serait la fin. Après ça, il n'y aurait plus de Digimon Adventure. Tout serait fini. Nous, Français, avons eu l'énorme chance d'avoir eu une diffusion nationale de ce film en VF et en VOSTFR. En 2020, alors que nous sommes en pleine pandémie du Covid. Un matin, je vais pour travailler, je prends le métro et là, je tombe sur une affiche Digimon dans le métro. Et là, je me suis arrêtée. Mon cœur, j'avais l'impression de... C'était incroyable, mon cœur, il a fait un bond. Genre, j'ai fait une photo tout de suite, j'étais super contente, ça m'a donné le smile, le sourire pour toute ma journée. De voir cette affiche dans un métro parisien en France, pour Digimon. C'était obligé que j'aille le voir par principe déjà en tant que fan, mais c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser au film. Ça a été très très long d'attendre la sortie de Kizuna. Voilà, voir un film Digimon au cinéma, c'est quand même quelque chose. En septembre, donc au Grand Rex à Paris, avant-première, parce que le film était diffusé à partir d'un vendredi, je sais plus la date, le 17, quelque chose comme ça, ou le 14, et moi j'y étais allé le mardi. Je savais qu'une avant-première, ce serait un événement plus important qu'une simple séance, donc j'étais vraiment très contente de pouvoir assister à cette avant-première. Quand je suis allé là-bas, c'était vraiment bondé de monde, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était là pour l'avant-première. Là, on arrive devant le Grand Rex, et là, c'est juste incroyable. Il y a des écrans géants à l'extérieur du Grand Rex, où en fait, on voit Taichi Agumon, Yamato Gabumon en tête d'affiche. Ça bouge, l'écran est animé et tout. Enfin, on a genre Digimon affiché comme ça en énorme dans tout Paris. Enfin, c'est juste incroyable. D'ailleurs, le film aussi au Grand Rex n'a pas ramené que des fans de Digimon comme moi, mais il y avait aussi des amis qui connaissaient Digimon, qui avaient vu la saison à l'époque, mais qui ne sont pas spécialement fans, et qui ont accepté de venir avec nous. Il y a un photomaton, on peut se prendre en photo, on choisit notre Digimon préféré, et ils nous prennent en photo avec notre Digimon. Et l'invité le plus important qui nous a été présenté était le vice-directeur de Toei Europe. Qui vient en personne nous faire un discours en anglais, où il nous explique qu'il est très très content qu'on soit tous réunis. Et il nous expliquait que c'était quelqu'un qui aimait Digimon et qui cherchait à le repopulariser
en Europe, en tout cas en France, et qui cherchaient un peu le moyen commercial ou de le faire. De voir toutes ces personnes, en fait, ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit, oh, il y a encore tous ces fans de Digimon là qui sont là. Et surtout que c'était très spécifique, c'était en temps de Covid, c'était à Paris. Moi, je suis allé donc à Lille avec les potes du fandub, et c'est vrai que nous, Covid oblige, enfin toute la situation, la salle n'était pas bien remplie. Et je pense que ce film a un petit peu servi en fait de crash test en fait pour savoir s'il y avait encore un public en fait Digimon. Et puis déception quand je vois le film personnellement. Il y avait beaucoup Taichi, beaucoup Yamato et un peu moins les autres, et je trouve ça dommage. C'est un personnage qu'on n'a quasiment pas vu. Je trouve le propos assez mensonger. On nous vend une affiche avec les 12 personnages, on remet les héros de Zero Two en avant, enfin tout ça. Et finalement, c'est un film d'1h30 qui va être très centré sur Taichi et Yamato. Tu vois qu'il n'y a que Taichi, Yamato. Bon, là tu te dis, oh non, quand même, pour un film de clôture, c'était vraiment pas possible. Le peu d'écran de Joe, de Mimi, de Sora, enfin, vraiment, ces trois-là, souvent, ont été vraiment mal servis dans la franchise. Et alors là, Kisuna, c'est le pompon. Sora, on sait qu'elle est casée, qu'elle va faire son art floral. Mimi, on sait qu'elle a sa start-up. Même Koshiro, on sait qu'il a sa boîte. Donc, je trouvais ça normal qu'on les voit un petit peu moins. Taichi, il est dans l'indécision la plus complète sur son sujet de thèse. Il est toujours dans les études. Yamato, il est toujours dans les études. Donc, puis ça a toujours été les persos les plus appréciés donc de la licence. C'est vrai qu'on voit moins les autres personnages, sachant que je reste quand même sur mes réserves en pensant, je pense vraiment que si le film avait pris le temps de s'attarder sur tout le monde, il n'aurait pas pu être développé tel qu'il l'a été. Je pense que le film n'aurait pas été bon. Le scénario, l'idée est très bonne. En fait, je pense que c'était vraiment un film qui était dédié aux personnes qui ont découvert Digimon dans les années 90, qui étaient enfants comme eux, qui sont maintenant adultes comme eux, qui commencent des vies actives comme eux. Donc vraiment, je pense que c'était peut-être pas un hommage, mais tu sens que c'était destiné à un certain public. Pour moi, c'est un des meilleurs films Digimon sortis aujourd'hui. Parce que le film est une vraie conclusion à la saga, parce qu'ils ont été forts en parlant du thème de la mort. J'ai trouvé que le film était très pertinent sur certains détails liés à l'âge adulte. Je sais pas si c'est très visible, mais par exemple, il y a la scène où Taichi et Yamato sont en train de boire une bière dans un bar. Montrer de l'alcool à l'écran pour des personnages que nous on a connus quand on était petits et maintenant qu'on est adulte comme eux, c'était pertinent, comme par exemple les revues pornographiques que Taichi cache quand Agumon rentre dans son appartement. J'ai trouvé que c'était très bien amené, tout comme il y a une scène où Yamato se retrouve dehors et il se retrouve dans le coin fumeur et on voit du coup une pancarte autorisation de fumer à cet endroit-là. Je trouve que le film était vraiment extrêmement bien géré et que le message était vraiment très fort. C'était une belle fin en tout cas. Ça concluait bien toute cette saga de la première génération Digimon. Le film est très émouvant, la scène finale est absolument bouleversante. Le film arrive à un moment personnellement dans ma vie personnelle où je commence à comprendre qu'effectivement, malgré ce qu'on souhaite, il faut continuer à avancer et que les choses sont en perpétuel mouvement et que rien ne reste toujours comme avant. Je pense que si je la regarderais encore là, je pleurais. Même d'en parler, tu vois, ça fout les larmes aux yeux parce que j'ai l'impression qu'on nous a planté un couteau dans le cœur. Tu sais, c'est quand tu grandis avec quelque chose qui te fait vibrer comme ça. Ah moi, elle m'a anéanti. J'ai pleuré. Enfin, c'est horrible. Il y a un vrai message qui est passé par ce film, ça je l'entends et je le comprends. Ça s'adresse à nous, aux fans qui avons une trentaine d'années aujourd'hui. Digimon, pour vous, c'est fini, il faut aller de l'avant, il faut faire votre deuil, il faut passer à autre chose. Et oui, les Digimon ne sont pas éternels. Un peu comme on perd un animal de compagnie au bout de 15-20 ans, c'est un peu la même chose. Très émue, j'ai pleuré. Je pense comme beaucoup. J'ai un côté du visage qui a pleuré, mais pour que ça se voit pas de l'autre côté à la fin, hein, forcément. Il y a énormément de personnes qui ont pleuré
J'avais à côté de moi des gens qui étaient vraiment en larmes. Moi, j'étais très émue. J'étais très émue, mais il y avait vraiment des personnes dans la salle qui pleuraient, mais vraiment, quoi. Donc c'était un film plein d'émotions. J'ai trouvé cette fin magnifique. Je ne peux pas regarder Kizuna sans pleurer. Eh ben, j'ai plus été touché par la fin de Kizuna. Parce que derrière, il y avait une plus grande morale. Les happy end, j'ai jamais été fan des happy end parce que c'est trop facile. On sait bien que la vie, il y a toujours des problèmes. Et même si on a une vie qui paraisse très bien, il y aura toujours des choses qui se passent pas comme on souhaite. Le pire pour moi, c'est la scène de Sora, un peu avant, pendant la grosse bataille, où on se rend compte que son device s'est cassé et qu'elle a perdu Piomon. Oh, c'est fou, mais pauvre Sora, mais vraiment pauvre Sora, mais... Ah non, mais c'est bouleversant, ça m'a foutu les frissons. L'animation est sans doute l'une des plus folles de toute l'histoire de la franchise Digimon. Je trouve que Kizuna est vraiment la preuve que Digimon, c'est autre chose que juste un truc pour les enfants. Après le générique, moi je trouve qu'il reste quand même un peu un espoir de raccrocher ça avec le dernier épisode de la saison 2. J'arrive pas à l'accepter, comme on n'arrive pas à accepter la mort de quelqu'un, j'arrive pas à accepter cette fin. Surtout qu'elle vient en contradiction avec l'épilogue de Zero Two. Dès la sortie du cinéma, moi j'en avais discuté avec quelques amis, et je leur avais dit que les deux fins n'étaient pas incompatibles. Pour moi c'était clair et net et précis, les deux fins sont canons. C'est juste qu'il faut laisser du temps au temps. Je trouve ça furieusement dommage que les scénaristes soient allés gâcher un peu tout ça en venant parler de la fin de Zero Two, de voir si c'était canon ou pas, enfin bref. Du coup, c'était vraiment un film à propos et un film qui était fait pour nous, là où le reboot, du coup, s'adresse plutôt à un nouveau public. Passe à autre chose par rapport à l'histoire que tu as découvert, mais tu as encore quelque chose à quoi te rattacher si tu veux encore découvrir autre chose avec le reboot. Car oui, Digimon Adventure ne s'arrête pas là. Depuis avril, une nouvelle série, reboot de la première saison, est diffusée en simulcast chaque dimanche sur ADN et Crunchyroll. Une série familière pour certains. Alors quand j'ai appris pour le reboot, ça m'a vraiment hypé, surtout que je me suis dit, vu que c'est un reboot, c'est censé reprendre l'histoire d'origine. Non, moi j'avais peur, parce que ils voulaient revenir sur Adventure, donc encore une fois, Taichi, Yamato, on les connaît tous, on les connaît par cœur. Donc ma première crainte était de me dire, est-ce qu'ils vont recopier la première saison, ou est-ce qu'ils vont partir dans autre chose? Tu sais, quand t'annonces quelque chose, tu t'attends plus à un remake, tu sais, avec une meilleure animation, qu'un reboot finalement, et j'étais archi contente. Donc à la base, je suis parti vraiment avec une impression un peu négative sur ce reboot. Contrairement à la série de 99 où les producteurs et réalisateurs avaient carte blanche, le reboot de Digimon Adventure doit fonctionner, il doit marcher sur les traces de ses aînés, il doit plaire à un nouveau public et surtout plaire aux investisseurs. Ce reboot, il est clairement là pour attirer des nouveaux fans, un nouveau public. C'est une série qui est faite aussi pour une nouvelle génération, qui n'est pas la nôtre. Elle n'est pas faite forcément pour nous, elle est vraiment construite pour parler à un nouveau public. Arrive donc le reboot que l'on peut suivre sur ADN et Crunchyroll, et donc ça c'est vachement cool. C'est vraiment un plaisir que ces plateformes nous mettent vraiment en avant Digimon. J'étais pas très chaud, mais en même temps j'étais curieux. Du coup j'ai regardé le premier épisode et personnellement j'ai détesté. Quand le premier épisode est sorti, je me rappelle très bien, j'étais hypé, je me suis réveillé, j'ai mis mon ordi, j'étais fou, j'étais sur les réseaux, je dis ah trop bien, je regarde. Et puis je me rends compte que le scénario copiait celui du film 2, réalisé par Mamoru Soda. Tu sais, je voulais faire une live reaction du premier épisode de Digimon Adventure le reboot. J'avais installé mon matériel, j'ai lancé la caméra et je n'ai pas décroché un mot de l'épisode. Je savais pas quoi en penser, j'ai regardé là, j'étais scotchée. Et puis j'ai éteint ma caméra et je n'ai jamais sorti cette vidéo. Parce que, en fait, j'étais tellement dedans et je me posais tellement de questions parce qu'en fait, tu t'attends pas du tout à ce genre d'histoire. Certes, en 2 épisodes, on voit déjà Omegamon. Heureusement que son nom n'a pas été prononcé. Au moins comme ça pouvait nous laisser un petit peu de suspense.
Il y a des qualités, graphiquement c'est joli, c'est beau, c'est du Digimon avec de la vraie animation, des vrais combats qui vont au corps à corps, les musiques sont belles, enfin vraiment il y a de très très belles choses, de très bonnes choses. Musicalement, on est vraiment sur quelque chose de très très abouti. Déjà en termes de graphisme, d'animation, je trouve que c'est quand même bien foutu, c'est quand même c'est moderne. Au début, j'arrêtais pas de comparer à 99 parce que surtout quand on voit qu'à partir du 10e épisode, on voit déjà la forme ultime de Greymon, alors que pour la série de 99, il aurait quand même fallu attendre déjà un Shinka maléfique, et après seulement on a eu le droit à l'épisode de 21, si je me trompe pas à l'époque, en Metal Greymon. Et là, au bout de 10 épisodes, ce Shinka comme ça en Metal Greymon, j'ai fait ok. Ensuite, on commençait les épisodes 4, 5, 6 et les autres. C'est là où finalement, je me suis rendu compte d'ailleurs une très bonne chose qui ne copiait plus la première saison que l'on connaissait, ce qui était un point d'ailleurs qui m'a plus plu, et ce qui est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je continue à regarder, c'est parce que on va dans de l'inédit, on va dire. Mais malgré tout, je trouve que la qualité du reboot ne correspond pas du tout à la qualité qu'on doit d'attendre d'un Digimon, et notamment de Digimon Adventure. Ce qui m'a énormément choqué, je dirais, et qui m'a le plus, pas énervé, mais froissé, c'est les Shinka. En fait, c'est même pas le traitement des personnages en soi, c'est les Shinka qui sont passés à la trappe parce que, soi-disant, beaucoup de fans de la licence, et moi, tu peux pas te dire fan quand tu me balances cette raison-là. Digimon, c'est ça, donc si tu n'aimes pas ça dans Digimon, mais tu peux pas aimer Digimon. C'est qu'apparemment, pour beaucoup de personnes, de voir les Digimon s'évoluer, casser le rythme et le dynamisme de l'intrigue et donc de l'animé. Et du coup, ils ont décidé de couper ça. Et de mettre en avant Taichi et Yamato avec des Shinka complets. Oh ouais, tu te dis, waouh, c'est beau. Ouh, tu te dis vivement de voir, je sais pas, moi, Palmon s'évoluer. Je sais pas, moi, Gomamon et tout ça. Et puis tu t'aperçois que finalement, non. Ce sont des Shinka qui sont très très vite expédiés. Eh bien, si vous voulez, maintenant qu'on a la capacité de faire des belles images, pour moi, on a sacrifié l'histoire au profit de ces images. Ce que j'aime le plus, moi, c'est les relations entre les personnages, c'est le côté tranche de vie, c'est le fait que les personnages, ils montrent leurs sentiments, la colère, le doute, la dépression, le fait qu'il y a des aspects vraiment réalistes qui sont montrés, Koshiro qui est un fan d'ordi, mais qui est un peu triste parce qu'il est orphelin, enfin, il y a tout ce genre de problématiques, et on a l'impression que là, il n'y a rien, que les personnages sont vides, et que les personnages sont en quelque sorte des cahiers des charges. Malheureusement, la série n'arrive jamais à décoller, puisqu'elle ne fait que raconter des histoires de personnages stéréotypés. Pas mal de personnages sont pas très bien gérés. On est beaucoup plus proche du manga Digimon V-Tamer 01. Je me sens en tout cas beaucoup moins impliqué que je ne l'étais avec 99. Et il y a du bon et il y a du très moins bon. Et je suis content parce qu'on retrouve les personnages. Revoir Mimi et Joe, c'est un plaisir, surtout que dans cette version, ils sont vraiment subtilement bien écrits. C'est vraiment magnifique. Par contre, il faut vraiment aimer Taichi et Yamato. Hein. Oh là là, on nous les met mais à toutes les sauces, dans l'opening, dans l'ending, dans toute la série. Taichi et Yamato. Taichi et Yamato sont... on voit bien que c'est les personnages principaux. Et les autres, c'est un peu les alliés. Voilà, les personnages principaux et les alliés. Oui, je peux pas nier que Taichi et Yamato sont mis en avant. Maintenant, ça me dérange pas parce que quand même... on les voit les autres, c'est pas comme si tu ne les voyais pas, et surtout dans les derniers épisodes, toi comme moi, tu as bien pu voir que ils ont fait un effort, ils ont mis chaque Shinka. Il y a une scène où on voit vraiment tous les Shinka, et je me suis dit bon, c'est bien. Taichi, si je me trompe pas, lui c'est un mixte entre le Taichi qu'on a connu à l'époque et le Taichi de V-Tamers. Quand on a eu Joe ou Mimi, qui sont d'ailleurs les personnages les mieux développés, mais au final on connaît déjà leur personnalité, donc c'est pas vraiment de la nouveauté. On le sait que Joe il préfère faire ses études, il est à fond dedans, donc au final même si l'épisode était très développé, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà avec la série d'origine. Ils sont très traités de manière très individuelle, et il n'y a plus toutes ces interactions qu'on avait dans la première saison. Après, moi ce qui m'a énormément irrité dans le traitement des personnages, c'est cette caractéristique des enfants à ne pas prendre peur pour quelque chose où tu devrais littéralement trembler de peur. Les personnages sont invincibles, ils se prennent des déflagrations, ils meurent pas. Quel intérêt si finalement ils n'ont aucune conséquence de leurs actes, puisque dès qu'ils se prennent des dégâts, en fait ils se prennent pas de dégâts.
C'est très différent de la version originale, mais ce n'est pas nul. Voilà. C'est pas comme la première idée que je m'étais fait. Les Digimon qu'on connaît dans les cartes ou les jeux vidéo qu'on voit jamais en animé, cette fois ils les ont mis, c'est très très bien. Les combats sont bien faits, puisque dans la première saison, il faut rappeler qu'une grande partie de l'épisode était des moments de blabla, et c'est vraiment à la fin où les combats étaient quand même un peu expédiés. Là c'est le contraire, les combats sont moins expédiés, sont beaucoup plus longs. Et ça j'aime bien, parce que ça fait des combats qui sont un peu mieux faits, on va dire. Au bout d'un moment, enfin, je me suis dit, écoute, c'est un reboot, c'est une autre histoire, certes c'est les héros que tu as connus quand tu étais enfant, mais là c'est carrément une autre histoire, ce n'est pas la même histoire qu'en 99. Et au final, bah, ce reboot là, je commence vraiment à l'apprécier. Voilà, le reboot n'est pas fini, on n'est même pas à la moitié, mais c'est vraiment, je pense, une série pour les nouveaux. Quand on est vraiment fan de l'ancienne série, on préfère l'ancienne version. Et même si graphiquement elle est moins jolie et tout ça, l'émotion, enfin l'histoire, le scénario, les moments de vie, ça manque de moments de vie. Ce reboot manque de moments de vie, et il faut vraiment revenir à l'ancienne version pour avoir ces moments, avoir vraiment des tranches de vie longues et régulières. 20 ans après son arrivée en France, la licence Digimon est loin d'être morte. Certains fans sont là depuis la première heure, d'autres sont arrivés en cours de route. Mais tous en sont certains, l'avenir de Digimon sera riche en rebondissements. Et à l'image de leur héros, chacun des fans à travers la France et même le monde garde en lui un attachement inconditionnel à Digimon. Qu'est-ce que je souhaite vraiment pour les 20 ans à venir de Digimon? Ben, qu'il y ait encore plus de goodies. Je pense que c'est un animé qui, pour moi, mérite autant de notoriété qu'un autre. La seule chose que j'attends réellement, c'est une vraie version originale sous-titrée en français, officielle, avec un coffret Blu-ray. Ce serait juste magnifique. J'espère qu'on aura un vrai gros retour en France grâce à ce reboot. Beaucoup de gens ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe par rapport à Digimon. Et j'aimerais bien aussi qu'il y ait plus de communication par rapport à ça. Et voilà, vous n'êtes pas tout seul, il y a toujours un petit Digimon qui vous attend, voilà. Même si c'est dans votre cœur. Il y a le fameux Digimon Survive qui n'est toujours pas sorti et qui devrait sortir en 2021. Je pense pas du tout que ça va se faire, mais des spin-offs, une mini-série sur Sora. En fait, tout reste à faire. C'est ça qui est beau. J'espère que ce sera fait du coup. On continue à avoir de la créativité pour créer des nouvelles choses en rapport avec Digimon. En fait, moi ce que je veux, c'est un Final Fantasy, mais en mode Digimon. En 20 ans, j'ai vraiment rencontré de nombreuses personnes grâce à Digimon. J'ai vraiment l'impression d'avoir grandi comme les personnages que j'ai suivis pendant 20 ans, d'avoir évolué avec eux, et ça reste la franchise, la série qui m'a le plus marqué et qui est le plus ancrée dans ma vie aujourd'hui, vraiment.